train de le faire. Ah, c'est vous, ok. Et vous êtes bien à 4 ou le groupe, c'est ça? C'est ça. Julien Raphaël Manon Laurent? Pourquoi vous rajoutez? C'est d'accord. Deux ou trois, alors le 5 c'est bon, le 6 c'est bon, le 7 c'est bon. Nous on est lequel du coup? Le 8 c'est bien. Le 9 non plus. On est le combien? Le 7. Le 11 il est bien. Asma, elle est là. Le 12, Soubaïda, Eman. Réflexion dans l'ensemble s'orienter sur un sujet qui relève le développement durable. J'ai pas su la présentation. Ah oui, c'était vous qui doit parler là? Qui n'était pas au courant de la présentation? On a fait le groupe la semaine dernière. S'il vous plaît, j'entends rien. On a fait le groupe la semaine dernière. Ouais. Et vous n'avez pas eu le temps de travailler? Ah si, on l'a fini. Ok, donc vous allez faire la présentation là? Ok. Vous me donnerez un document? On l'a sur notre ordinateur, on peut vous l'envoyer. J'entends pas? On peut vous l'envoyer? Oui. Et là, vous avez préparé des slides ou pas? Non. Ok. Et vous êtes deux? Trois? On est trois. Alors, il me manque une personne. J'ai Soubaïda et Emma. C'est qui la troisième? C'est Ayadiro. Vous pouvez venir? Ah, voir. Ok, Ayadiro. Tu sais, genre, pour savoir quand est-ce que c'était à toi de parler, comment vous faisiez en fait? Ayadiro, vous avez Moi j'écris. Ok. Parce que du coup, toi, t'as dit. Genre, tu l'avais pas, du coup, parce que quand on l'a fait tout à l'heure, il n'y a pas eu d'hésitation ou quoi, comment vous avez fait en fait pour savoir? Mais moi je voyais. Elle m'a fait signe, je crois. Nickel, t'es aussi. Et enfin, le groupe 13, Après là, maintenant, mais je trouve que c'est toi là aussi. Il y a que moi. Mais bon. Ah mais c'est écrit de toute façon à qui c'est le tour dans son truc. Oui, j'ai écrit, c'est pour ça que je savais. S'il vous plaît, tout le monde, s'il vous plaît. Je viens de vous l'envoyer, le Vous l'avez envoyé. je vais noter quand est-ce Vous qu'il êtes faut pareil, changer du coup? Ouais. Vous, c'est qui? Moi, Néry Nakim. J'ai cru qu'il y a pas d'hésité. Marie. J'espère que tout le monde va lire. Et Nakim, vous avez essayé de contacter les deux autres? Oui, j'ai essayé. Il y en a une qui m'a dit qu'elle était en master qu'elle n'avait pas été vue, et l'autre, je l'ai contacté, mais après il n'y a plus rien eu. Enfin, c'est des lâcheurs ce genre-là. Nakim, je viens de le voir. Lors de notre réflexion, nous nous sommes orientés sur un sujet qui met en Après, je pense Est-ce que quand je lis, j'ai un accent fort ou pas? ça va, mais je pense pas que ça va. Elle a dit, est-ce que quand elle lit, on sent son accent? Maria, parce qu'elle a un accent. Et genre, est-ce que ça va affecter le truc? Non, t'inquiète Non. pas. Pas du tout, t'inquiète. Non, c'est elle qui demande. Non, mais t'inquiète. Enfin, là, encore. Non, ça va rien faire. Là, encore, il n'y a personne. C'est normal. Bah, si on te juge pour ça, c'est du racisme. Oui, ça, Vous pouvez pas me l'envoyer en PowerPoint normal? Parce que là, je dois me connecter à un compte Gmail, un compte Microsoft. Voilà, honte, il a même pas de Gmail. En fait, il n'y a jamais eu de grade dans notre groupe. On est 4 en plus. Oui. Et donc, il y a jamais eu quoi? En fait, il y a une fille en plus, mais c'est pas possible.
Il y a eu Laura. Ok, donc Laura Rebaudot, vous n'avez pas travaillé avec elle? Non. Vous n'avez pas accès? Non. Vous avez essayé de la contacter? Il y a son email, hein? Oui, mais en fait, quand vous nous avez dit les groupes, elle n'était pas parce qu'on n'était que 3 et là on est 4. D'un coup sur le site. Quand vous avez retiré les groupes la dernière fois, on n'était que 3. Sinon on aurait cherché. Donc je ne sais pas si c'est elle qui s'est inscrite avec vous. Mais... Oh la donc je peux pauvre. la retirer, mais il aurait fallu lui écrire, quoi. Moi, c'est toi qui je t'ai contacté et toi, t'as contacté Jérémy. Non, en fait, on s'est vu dans la salle. Ah, ok, vous êtes vus. Parce que moi, je vous avais pas vu. Il n'avait pas mis son mail encore. Mais quand on s'est contacté, son mail n'était pas. Parce que moi, je vous avais même pas reconnu. C'est elle qui m'a reconnu. Oui, je l'ai mis au tout début, à la première. Ouais, on n'a pas réussi à te contacter. Parce que du coup, C'est pour moi, ça qu'on n'est pas en contact. parce que du coup, en fait, au premier, bah, le coup dernier, en fait, j'ai reçu le mail de Ryan. Ouais, parce que je lui ai envoyé. Ouais. Parce que tu avais mis ton mail et j'ai dit Raleigh, il a mis son mail contact. Et ouais, en fait, il m'a envoyé un mail. Et genre, je lui ai dit, ouais, je suis machin, et puis Marie-Louisa. Je dis, ok, à la fin, alors je prends une 9 au hasard, tu vas voir, je te connais. Genre, je sais pas, Marie-Louisa, et puis c'était incroyable. Ah, parce que je lui avais envoyé un mail, je lui ai dit ouais, salut, on est en groupe et tout. Et elle m'a dit, t'as contacté Jérémy? Je dis non, c'est qui déjà? Et elle m'a envoyé ton mail. Non, c'est pas pour ça. Hein? Quand on s'est contacté, c'était pendant les vacances. Il avait pas mis son mail encore. Ah, il avait pas encore mis? Mais non, c'était à la rentrée que j'ai vu son D'accord, mail. d'accord, d'accord. Moi, j'avais pas regardé pendant les vacances. Moi, je regardais parce que il avait pas le mail. Ouais, tu l'avais mis à la rentrée. Oui, Moi, je suis pas sûr, c'est elle qui sait. moi, je suis sûre que j'ai les mails encore. Bon, ben écoutez, au moins on en est là, on a fait le truc. Genre, tu es entré en contact avec moi le 23 octobre. Ah non, c'est retourné. Et après le 24. Attends. Mais bon, à la rentrée, le 9, un truc du genre, je t'ai envoyé le mail de Jérémy. C'est quoi comme musique au Brésil? C'est quoi ta playlist? J'écoute pas musique. J'écoute Arctic Monkeys. Sinon. Ah, mais il était déjà. Sinon, c'est le temps. J'écoute ce genre de musique, mais sinon là-bas il y a du funk, de musique. Il n'y a que des cuits. Ah oui, là. Ouais, c'est bien pour les fêtes. Mais j'écoute pas. Ok. Donc on va commencer à écouter les prestations. Donc on va commencer par le groupe 1. Je propose, comme il y en a plusieurs qui m'ont demandé effectivement de finir à 45, d'essayer de ne pas faire de pause et de faire tous les groupes. Court. Pourquoi? C'est pas du tout brésilien, enfin si, avec vous serez en deux, ça fait grave, si. Après, on regarde les Narcos, je vais la première playlist. C'est pas que des musiques de Narcos, mais ils en ont rajouté des trucs trombones et tout. C'est pas que des trucs colombiens. Donc le groupe 1, Julie, Kelly, Océane. Venez. N'ayez pas peur. Venez. Ouais, ils vont lire, je pense. Ah bah oui. Oui, c'est normal. Genre, j'ai des affiches. Mais là, c'est en anglais, là. Il y en a,
Non, Ouais, c'est un anglais. On écoute en brésilien, en portugais. Ouais, c'est la base de tout. voilà, oui, c'est parce que du coup, il y a une version. Oui, parce que j'imagine qu'il y a. Non, mais après, il y a des trucs qui sont pas en anglais. Là. Non, mais attends, je sais pas si les choses en anglais. Tu me dis qu'il y a. Ah, oui, d'accord, il y a la version. Du coup, moi, je l'ai pas trouvé sur Spotify. Je vois vraiment avec CD et tout, c'était Ouais. je te jure, c'est ouf. On va voir. Je vais Ok, donc je vous laisse les manettes. Vous avancez avec la. Ah, vous pouvez même vous mettre un gameplay professionnel. Ah, ben, vas-y. Je sais pas, Comme ça, vous pouvez vraiment vous croire dans un contexte professionnel. c'est pas contraire. Je pense que. la prostituée. Non, ça va être très professionnel. Oui, mais enfin, déjà, les compétitions. Donc je rappelle les consignes, donc 5 minutes de présentation, puis 3 minutes de discussion avec le groupe. Oui. Alors vous avez bien ça marche pas. Si je réponds pas, en plus, c'est des films, j'ai fait ce qu'il faut en faire. Non, mais c'est super. Ça fait vachement professionnel. Comment vous avez un pointeur, c'est déjà bien. Ça, en fait, c'est vachement mal. Ils voulaient tout ça. Ouais, je sais pas. Voilà. J'ai changé les slides avec ça. Si ça marche pas, vous pouvez les. Non, mais vous devez pointer l'ordinateur. C'est cool, hein. Alors, donc tout le monde écoute attentivement parce qu'il y aura un petit temps de réaction si vous voulez. Alors, je mets le sommet. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On va beaucoup nous lancer aujourd'hui notre dossier. Et nous, notre dossier va se concentrer sur l'impact économique et scientifique que détient la barrière de corail. Déjà, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'une barrière de corail. Donc, juste pour vous résumer, ce qu'une barrière de corail, c'est une structure bien construite dont les coraux font 90% de la structure. Elle se trouve en Océanie et au Pacifique, au large des côtes australiennes. Et elle a été classée patrimoine UNESCO en 1981. La problématique et quel pouvoir que détient la barrière de corail au niveau économique et scientifique. Alors, comme dit auparavant, la barrière de corail a un impact économique sur le rôle de la macroéconomie et dans la microéconomie. Notamment grâce aux emplois dans le secteur de la pêche, vous en savez. La pêche est l'une des manifestations directes de dépendance humaine et physique, assurant ainsi de la nourriture, des revenus et elle génère aussi des entreprises de compensation de la population. Elle contribue aussi à réduire la pauvreté et la distribution de la valeur du secteur, notamment celle du secteur minier. On peut d'ailleurs s'intéresser de la situation économique, notamment sur les implications socio-économiques. On peut voir d'ailleurs que les personnes, la population australienne et d'autres populations
vraiment dépendance nutritionnelle et économique. Ce qui amène à l'exploitation du tourisme. Quelques territoires et d'autres pays génèrent cette vitalité, comme le Grand Plateau du Beauté, les Cannes de commerce, génèrent aussi plus d'habitats sanitaires et diverses, par exemple dans l'économie nationale. Maintenant, pour le rôle scientifique, elle a un rôle de protection, notamment dans la phase préventive. Elle communique la cause des érosions et des spécialistes tsunami. Elle comporte une grande diversité de composants qui vont être utilisés dans la formulation de certains traitements de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc les causes qui seraient liées à la distraction des coraux. Donc en premier, on va avoir la surpêche et les techniques notamment la pêche accidée qui du coup va raser le sol de la pêche et du coup va renforcer les coraux et va pas trier en fait les espèces qui sont dans le filet. On a l'avantage carton qui est en fait une méthode de mer moins pour nous. Et petit à petit, on se rend compte avec chaque année qu'il y a une prolifération et que malheureusement, cette école de miel n'a pas en fait dans la chaîne alimentaire, elle est au plus haut. Elle n'a pas de prédateur au-dessus d'elle. Donc du coup, je ne sais pas réellement avoir compris comment on a également le tourisme de masse et les hôtels qui sont sur les côtes. La plupart du touristes en fait vont aller voir la parade de corail, mais ils vont aller, vont pas faire attention, ils vont aller nager trop près des coraux, ils vont arrêter les poissons et les autres espèces qui habitent, ils vont abîmer les coraux, marcher dessus, etc. Et on a également la pollution locale. À cause des déchets, par exemple, de tout ce qui est hôtel ou des habitants, on va avoir une montée du CO2 dans l'océan et du coup ça va provoquer le blanchiment des coraux. Donc les conséquences liées à la pollution des océans ou à la corail écologiquement, la disparition des barrages de corail signifierait non seulement une perte de plusieurs dizaines de milliers de hectares liées aux pertes d'emplois que génère la pêche et l'activité économique, donc sur long terme, du tourisme, du commerce international, qui sont tous dépendants de la grande barrière de corail. Ensuite, on va avoir aussi des conséquences liées à la distraction de la barrière de corail. On va avoir tout ce qui est biologique et scientifique. Donc, on va avoir au niveau biologique, la barrière de corail en fait a une fonction de protection. Si la barrière de corail disparaît, il va y avoir une montée des eaux. Du coup, on a plus de 900 îles qui vont être immergées. Donc la population va devoir se délocaliser ou va mourir dans les catastrophes naturelles. Il va y avoir une augmentation des catastrophes naturelles. Il va aussi y avoir une création de la faune et de la flore, sachant qu'énormément d'espèces ne vivent que dans les coraux et aux abords des coraux. Et le gros problème aussi, c'est le niveau scientifique, car en fait, il y a des recherches médicales, notamment contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et si ces espèces disparaissent, alors les recherches vont devoir s'arrêter et on devra trouver aussi d'autres solutions pour soigner ces maladies. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, réactions, des choses qui n'ont pas été très claires, ou des choses que vous voudriez demander au groupe, pousser le groupe à aller rechercher pour ce thème-là? Personne? Je crois que c'est un thème intéressant. Tout le monde va dire oui. Très bien. Donc oui, thème intéressant et bonne présentation. Alors, les aspects micro-macro, ça il faudra un peu revoir parce que, en tout cas, on faudra le micro-économie. On peut parler de micro-macro en général, mais micro-économie, c'est vraiment des comportements individuels qui peuvent effectivement être intéressants. Donc, c'est pas une question de national versus international. C'est vraiment. Voilà. C'est vraiment des comportements humains. Okay. On aurait peut-être dû mettre des images. On aurait peut-être dû mettre des images. Après, comment tu peux mettre des images pour la consommation? C'est vague. Ouais, c'est pas un truc. Et macro, c'est effectivement voir l'impact du commerce international. Alors, la disparition
disparition est arrivée un peu tard. Pas plus vite, moi je pensais que ça allait effectivement. Le problème de base c'était qu'en gros il y a une disparition et donc comprendre pourquoi c'est un problème et puis d'où ça vient. Donc peut-être qu'un peu reformuler la question. Parce que vous avez expliqué beaucoup ce que c'était et à quoi ça servait, ce qui est bien, mais commencer par là, ça donnait. Moi j'étais un peu, je me demandais, mais finalement est-ce qu'il y a un problème, quelle est l'évolution. Après vous nous avez dit qu'effectivement il est en train de disparaître, mais donc au moins donner. Il est en train de disparaître quelle est l'ampleur du problème. Donc à l'heure actuelle, il reste combien de pourcentage et puis quelle est la tendance, quelles sont les prévisions pour les prochaines années. Est-ce que donc c'est bien, j'aime bien la section sur les conséquences, mais du coup, est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'il existe des simulations effectivement de ce qui se passerait sur toutes les dimensions si l'ensemble du corail était détruit, si un quart était détruit, enfin voilà, essayer d'être un peu plus précis sur les conséquences. Du côté des causes, je me demandais, est-ce que le réchauffement des eaux n'est pas une des causes? Si, alors des parties, mais en fait, c'est parce que des causes chimiques, c'est lié à la pollution. Le fait qu'il y ait la pollution va créer en fait. La pollution humaine va engendrer la hausse de CO2 dans l'eau. Oui, non, mais pas d'accord, mais vous avez parlé de pollution plus en termes de pollution locale, parce qu'on a parlé des plastiques, etc. Je pense que c'est une cause. Mais le truc pollution locale, là, c'était, vous avez dit les hôtels aux alentours, des trucs, il me semble. Hein. En tout cas, il y a la pollution locale, probablement, et puis il y a la pollution effectivement globale, mais pollution du coup effectivement atmosphérique, émission de CO2, réchauffement atmosphérique qui réchauffe les autres. Et peut-être s'il y a moyen du coup hiérarchiser ces causes, voir un peu ce qui est. Et quelles sont les leviers d'action principaux. J'enregistre les cours. Comme ça, je m'en souviens. Voilà, c'est bien. Je crois que je suis le seul qui fait ça. C'est bien. Alors, groupe 2. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, je passe les premiers. Mais les autres, ce serait bien qu'il y ait quelques réactions du groupe, c'est intéressant. Non, on va pas les plomber. Alors, groupe 2. Non. Mais pas de réaction. Manon, Camille et Marc. S'ils ne plombent pas, on les plombera pas. Pourquoi ils ont choisi ce sujet pour un truc super bateau? Tu sais pourquoi je pense? Parce que quand le professeur expliquait comme il téléphone un peu le slide sur les semaines, Pareil, vous pouvez utiliser ça si vous voulez. il avait parlé de la pionisation. Je pense que c'était de là que c'est pas. Ah, c'est qui prend le beeper pour. Parce que c'est lui qui connaît. Ça va. Marty. Excuse-moi. On a le droit au téléphone au final, regarde. Je viens de remarquer. Sur les réseaux sociaux, on nous parle de réchauffement climatique, de baisse de la biodiversité, de la surpopulation des zones habitables, d'épuisement énergétique, de pollution. Si la population mondiale continue d'augmenter au rythme actuel, la planète connaîtra une augmentation de 7% du nombre des êtres vivants dans les 20 prochaines années et du double de ce chiffre jusqu'à 2050. Donc on peut voir qu'en 2000, on était 6,1 milliards d'habitants sur la planète. En 2021, exactement, on est 7,8 milliards. Et d'ici 2050, on sera 9,8 milliards. Bon, après, c'est des hypothèses, mais normalement, c'est quelque chose de clair. La densité de la population est un facteur clé de la menace selon la présidence. Donc, notre question de recherche, c'est on va parler de surpopulation et de biodiversité. Donc, elle est simple. Quels sont les impacts de la surpopulation sur la biodiversité, on a décidé de travailler sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. C'est un sujet d'actualité. On constate une augmentation de la population au fil des années. On ne peut pas faire l'impasse sur la façon dont ça impacte la biodiversité, puisque c'est le premier élément qui est impacté par l'augmentation massive de la population.
en point dans le sens du chiffre de monnaie par rapport aux prévisions dans 3 ans, pour 2050, on aura atteint 2 milliards. 2 milliards, c'est notre génération et je pense qu'on est plus touchés. Ça signifie tout simplement qu'on a décidé de travailler sur ce sujet. Ça nous touche déjà et ça continuera de nous toucher au fur et à mesure que la population augmentera. Alors, pour la réception de la question, donc, pour répondre déjà à la question des impacts sur la population, on s'est intéressé aux besoins naturels de l'homme, tels que l'eau et la nourriture, qui peuvent être considérés comme quelque chose de précieux, voire rare dans certains cas et dans certains pays. On s'est aussi intéressé aux énergies fossiles, comme par exemple le pétrole, le gaz, ou encore le charbon, qui commencent à disparaître, et du coup, on s'est intéressé aux alternatives pour les remplacer, comme l'énergie solaire, éolienne, ou encore on commence à vendre pour les voitures à carburant électrique. Ensuite, on s'est intéressé aussi à la faune et la flore, parce que énormément d'espèces qui sont en voie d'extinction. Et enfin, on a cherché des solutions mises en place par certains pays et certains gouvernements pour faire face à la situation. Et donc, pour notre projet, pour notre dossier, dans un premier temps, on va introduire notre sujet d'étude en expliquant les termes de notre question de recherche avec des définitions. Ensuite, nous allons évoquer l'impact de la surpopulation sur les besoins primaires, c'est-à-dire toutes les énergies non renouvelables, parce que tout à l'heure, on a vu aussi les alternatives comme et enfin, après cela, on parlera des problèmes qui vont être trouvés par les chercheurs et enfin, par les conclusions sur les conclusions. Merci. Alors Mais en fait, j'ai même pas compris ce problème-là. J'ai pas lu la première. Par les énergies fossiles, les énergies renouvelables, tout ça. Au-delà des éloges, est-ce qu'il y a des questions ou des choses constructives qui peuvent peut-être aider le groupe à aller plus loin? Non? Vous avez des idées? Oui. Peut-être nous dire les conséquences de la lutte contre la biodiversité, mais plus détaillées, vous avez des exemples un petit peu plus concrets, je pense que les enjeux se situer. Ok, merci. Oui, moi je suis un peu d'accord. Donc, alors je sais qu'on en a un tout petit peu parlé, mais donc effectivement, pour moi c'est pas encore super clair si vous regardez la biodiversité uniquement ou l'environnement au sens large, c'est pas tout à fait la même chose. Donc par exemple sur les enjeux énergétiques, pourquoi est-ce que les énergies renouvelables par exemple impactent la biodiversité? Alors est-ce que c'est parce que les biofuels engendrent de la déforestation, ce genre de choses? Il faut être plus précis dans les liens entre population et biodiversité, parce que moi, biodiversité, alors c'est peut-être, je ne suis pas entièrement sûr déjà que vous l'avez défini, donc c'est bien de la définir déjà, ce que vous entendez par biodiversité. Ok, bon, pardon. Et dans ma tête, biodiversité, c'est plutôt J'arrive pas à me souvenir mes trucs, mais j'arrive à me souvenir des trucs des autres programmes. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois je l'entends. Au lieu de dire 1000 milliards, tu dis 1 milliard. Ouais, c'est 1000 milliards. Ouais, bah c'est écrit 1000 milliards. Mais pas toutes les dimensions de la population. 1000 milliards. 1000 milliards de dollars et 1 milliard, c'est pas pareil. Ouais, bah oui. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis dans ma tête. Après, je pense qu'il va pas. Il sait même pas de quoi on parle. Ouais. Il va même pas faire attention. Je vais le retenir, merci. Mais c'est rien, de toute façon, que tu dises 1 ou 1000, ça va rien changer. Sinon, j'aurais même pas. Et du coup, t'as vu, j'arrive pas à me souvenir à moi, mais j'arrive à me souvenir aux autres. Ça traduit le mode de consommation actuel en surface nécessaire. Et biodiversité, moi j'ai beaucoup en tête effectivement sur ces surfaces. On devra détruire des habitats naturels ou pas. Alors pour l'évolution
distribution de la population, bah, ça il faudra remonter plus loin, je pense que c'est un peu plus intéressant parce que 2000 on était déjà nombreux, mais en fait ce qui est vraiment impressionnant c'est de voir combien ça a explosé à partir du XXe siècle et de la révolution industrielle. S'il vous plaît. Comment est-ce qu'on calcule les prévisions de population 2050, je pense que c'est la Nations Unies probablement qui. Mais donc c'est intéressant de peut-être de regarder leurs hypothèses, notamment en termes de justement ils incluent le changement climatique. On sait qu'il y a une élémentialité, donc est-ce que ça inclut Et donc finalement, lien population biodiversité, ça peut aller dans les deux sens en fait. Et donc j'ai l'impression que nous avons mis un peu les deux sens. Et donc peut-être ça vaudra la peine de classifier plus clairement. Donc ça c'est un lien. Et d'ailleurs ça peut être positif comme négatif. Il peut y avoir des liens de la population vers la biodiversité, j'imagine plutôt négatif en général. Vous allez prendre vos papiers ou tel? Non, pas on peut réfléchir aussi à des liens positifs. Et puis biodiversité, est-ce que quand il y a plus de biodiversité, est-ce que ça permet de supporter une plus grande population ou l'inverse? C'est intéressant de réfléchir à ces différents sens de la relation. Et donc effectivement, traduire tous les enjeux par vraiment leur impact en termes de destruction d'habitat ou de protection d'habitat. Est-ce que c'est possible de conjuguer notre standard de vie, notre style de vie avec protection des habitats, notamment effectivement sur le thème. On voit bien donc, les énergies fossiles. Pas l'impression que ça fait la biodiversité. Enfin, les énergies fossiles sont extrêmement problématiques, mais surtout pour d'autres problèmes. Alors, par contre, notre besoin en énergie est lié à la population. Là, je suis d'accord, mais pour moi, le lien, donc, les extractions fossiles, alors, si on parle d'exploration par exemple en mer, alors peut-être qu'effectivement ça peut détruire les habitats marins, c'est ça que vous avez en tête. Si on parle des extractions sur terre, en général c'est des zones. Alors, à part le gaz de schiste aux États-Unis, ça c'est effectivement très, très néfaste pour la biodiversité en termes pour l'eau, etc. Après, les puits pétroliers dans les déserts Moyen-Orient, je ne suis pas entièrement sûr que c'est vraiment un problème de biodiversité. À mon avis, c'est surtout effectivement un problème de CO2. Enfin, bref, donc clarifier qu'est-ce que c'est. Donc, est-ce que le sujet c'est effectivement uniquement les habitats naturels? Et à mon avis, c'est intéressant, vous restez là-dessus. Et donc, il faut les définir et il faut bien comprendre ce que chaque composante humaine implique pour ça. Et qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, comment ça peut être combiné. Bon, mais voilà. Merci beaucoup, c'était bien. Alors, le 3, Talia Nawel. Nous on est le 7 du coup. Ça va, on a le temps un peu. Ah bah oui, non, mais c'est bien, si, c'est sympa. Mais, ok, vous faites sans slide et puis vous m'enverrez un truc, c'est ça? Ah, ok, d'accord. Alors, 4. Ah, mais donc c'est Julien, vous avez réussi à m'envoyer un truc ou pas? Alors, les gars, je crois qu'on va passer plutôt que prévu. Hein. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas fait, il y en a, ils n'ont pas envoyé. Ben, c'est pas nous, faut passer à la lettre. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je pense qu'on va pas.
va passer plutôt que prévu. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Mhm. Je le sens pas super. Même si tu penses que tu le sens pas, dis-toi que ça va bien se passer. Moral, non? Non, je le sens pas. Non, je fais des bizarres. Qui? Ah, lui aux lunettes. Et pourquoi tu le sens pas pour l'instant? Il a rien dit. Non, c'est pas ça. Je le sens pas comme. Je sais pas, il passe. Des fois, il fait des trucs bizarres. Et puis, je sais pas. C'est bizarre. Mais t'as pas, toi, genre, il y a des gens, tu les regardes, Ah, genre, tu lui fais pas confiance. Pour toi, il est pas net. La question que nous avons choisi d'aborder, elle concerne le secteur de l'automobile et c'est comment le secteur de l'automobile est-il à la transition écologique. Donc pour introduire notre sujet, je parle d'un spécialiste d'abord sur la page de cette minute qui nous dit que le parc technologique mondial est en croissance rapide et l'un des principaux responsables de la pollution atmosphérique et du changement climatique. Selon les chiffres, le secteur des transports représentait un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ces émissions sont liées à les émissions de véhicules sont une chose importante de particules fines qui relâchent comme le PM 2,5 par exemple, ou encore des particules de type d'azote. Ce qui nous amène à la question, est-ce que l'écologie et l'automobile sont La voiture, une des plus grandes et des plus révolutionnaires inventions des siècles modernes, est sans aucun doute devenue l'élément essentiel de notre quotidien. Qui parmi vous n'apprécie pas son confort, sa rapidité, sa facilité d'usage, le gain de temps finalement qu'elle nous apporte? Qui parmi vous encore, et cela même au profit de l'écologie, pourrait imaginer une seconde sans passer? Car si votre confort actuel est assuré, votre futur, lui, ne l'est pas. Une étude consultable sur la page du Parlement européen montrait déjà qu'en 2019, les voitures personnelles étaient l'un des principaux pollueurs, puisqu'elles représentaient 60,7% des émissions de CO2 du trafic routier en Europe. Comment donc délier cette nécessité d'une automobile et le danger écologique climatique qu'elle représente? Cette question, plus que jamais d'actualité, ne demeure cependant pas complètement irrésolue. Nombreux sont les chefs d'État, les hommes politiques, les scientifiques, les concepteurs d'automobiles même, qui tentent d'y remédier, et cela à travers la fameuse transition écologique. C'est en fait un concept assez récent, regroupant toutes les pratiques et tous les principes visant à protéger les écosystèmes. Plusieurs visions et opinions s'affrontent alors et se rejoignent sur la conception d'un monde où voiture rime enfin avec écologie, sur ce que l'on pourrait formuler comme une possible transition écologique du domaine automobile, dont nous serions finalement les principaux spectateurs, mais aussi et surtout les principaux acteurs. À travers des articles de sites tels que Technologie de l'ingénieur, Bio-entrepreneur, L'Ineco, La Tribune, Futura Science, Libération, des solutions ont été évoquées, développées, qui ont pour but de remédier à ce problème. Et c'est de ces solutions dont nous parlerons. Dans un premier temps, nous allons parler des voitures électriques avec l'innovation de Elon Musk et Tesla. Dans un second temps, nous allons voir les voitures à hydrogène, donc quels sont leurs avantages, les nouvelles normes qui ont été mises en place pour les développer, et le fait que ce soit une voiture éco-responsable. Puis enfin, dans un troisième temps, nous allons voir les points négatifs, donc comme la fabrication des batteries grâce à des métaux lourds, qui sont très polluants. Ensuite, l'impossibilité de recycler les produits automobiles. Et ça c'est pas enlevé quand il est enlevé, vous verrez le rejet de CO2. Le troisième point négatif. On plonge avec nous au cœur de cette question primordiale
qui finalement nous touche tous, qui par sa complexité et sa profondeur nous a permis non seulement de nous rendre compte de la nécessité d'une transition écologique, mais aussi d'observer, de réfléchir sur la question de l'innovation, de possibilité de construire des voitures écologiques et de savoir aussi si elles représentent un véritable futur pour notre planète ou au contraire sont un danger. Alors, réaction, question? Ah, les voitures, ça marche mieux. Non, c'est juste, du coup, pour des biocarburants ou alors des trucs de ce genre, est-ce que vous avez trouvé quelque chose ou pas? C'est-à-dire des alternatives qui existent? Oui, parce que je sais qu'il n'y a pas de carburants ou quoi qui sont en train de se développer pour remplacer l'essence et qui au final, au niveau efficacité, vont rester moins ou alors vont... c'est-à-dire qu'il existe des biocarburants, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. Est-ce qu'il y a de la recherche c'est vrai que vous avez abordé quoi? Vous avez abordé les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Donc votre collègue vous suggère de... Quand on échappe à la règle. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Donc je pense qu'il y a des problèmes avec ça, mais c'est intéressant de trouver une bonne suggestion. Autre chose? Oui? Ah, ok. Pour la forme de présentation, mais je suis d'accord. Effectivement, il y avait peut-être, de manière générale, pour tout le monde, moins vous lisez et plus c'est interactif, et il y a aussi des choses qui nous permettent de nous raccrocher, plus c'est facile à suivre, c'est sûr. Donc il y avait une longue introduction et pas des masses de choses écrites sur le slide, c'est pas très grave, mais effectivement c'est un peu plus difficile pour les personnes qui écoutent, surtout que vous parlez un peu vite. Sur des cours à côté. Mais s'il vous plaît, vraiment, évitez, mais ça vaut aussi pour le groupe précédent et je pense les groupes prochains, évitez de trop lire mot à mot. Donc par exemple, vous c'était un petit peu... mais la fille, elle s'exprimait bien. Au début en tout cas, aussi essayez un peu de motivation. Suivez l'exemple de votre collègue, c'était par exemple... Lentement, il faut y aller. Enfin, tranquille. Au niveau de... On voyait qu'il y avait un texte qui avait été un peu répété. C'est ça. Le volume était plus on dit il faut pas stresser, mais on va débiter à fond. Je vais t'emmener à la maison. Fort et lentement. Ouais, comme ça va faire plus dur. Encore une dernière chose? Non? Oui? Par rapport à tout ce qui est économie, peut-être que vous pourriez vous pencher là-dessus, parce que du coup, tout ce qui est moteur électrique, etc., c'est pas la même chose que moi, aussi, que le moteur électrique, etc. Parce que du coup, ça va toucher aussi à l'écologie, vu qu'on passe d'un moteur électrique par le moteur électrique. Donc, qu'est-ce que vous parlez? Économie, ça veut dire le coût? Oui, le coût, par exemple, comment on va transitionner, est-ce que nous, du coup, on parle de moteur, actuellement, en fait, on va dire que ça coûte un peu moins cher, les voitures électriques, ça coûte plus cher. Donc, comment on va transitionner par rapport à ça? Ok. Donc, effectivement, le coût est un facteur important. Mais quand vous parliez d'économie, je pensais que plus généralement, effectivement, quel va être l'impact sur les économies, entre autres, des pays producteurs de voitures, etc. Est-ce que c'est un marché qui est encore un marché porteur ou pas? Ça, c'est des choses éventuellement, mais peut-être vous concentrez effectivement sur les aspects, si c'est ça qui vous intéresse. Moi, je trouve ça intéressant de rester un peu concentré sur les aspects technologiques, à essayer donc et je trouve que c'est effectivement une question très importante et très belle, à laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Enfin, il y a clairement deux camps qui s'affrontent. Et globalement, est-ce qu'on peut rester sur la voiture individuelle? Et grâce à des technologies effectivement qui permettent que la voiture soit moins impactante?
ou est-ce qu'on doit changer de système. Après, il y a beaucoup de personnes qui vous disent que tout simplement la machine industrielle ne peut plus. Donc il faut aller sur la partie partagée. Je n'avais pas vraiment parlé des technologies de partage qui est en partie basée sur la technologie, parce que c'est vraiment, on travaille beaucoup sur des voitures, notamment des voitures de chauffeur, etc., qui pourraient être vraiment appelées et être arrivées tout de suite, plus vite qu'un Uber, mais on ne peut pas être partagé entre plusieurs utilisateurs. Donc c'est vraiment une question, je pense que ce serait vraiment intéressant si vous arriviez à plus ou moins répondre, ou en tout cas à éclairer cette question-là. Est-ce qu'on doit continuer à faire le business as usual, mais simplement remplacer effectivement l'essence par l'électricité ou l'hydrogène, ou est-ce qu'on doit vraiment changer de système? Sur l'hydrogène, il y a des questions de faisabilité qui sont intéressantes je pense que le modèle est nettement moins mûr que l'électrique, pour en tout cas les maths, mais en tout cas dans un intérêt, il faut y gagner. Je sais, mais par contre, ou alors c'est le coût, mais en tout cas c'est difficile à avoir sur une. Enfin, moi j'ai cru avoir lu que c'était difficile d'avoir ça sur une grande échelle massive. Oui, et donc finalement pourquoi? Donc vous pourriez essayer de effectivement comparer les différentes technologies en termes de faisabilité d'une technologie et puis surtout d'impact sur l'environnement. Et je vous encourage à regarder le bilan carbone, enfin le bilan environnemental sur l'ensemble de la chaîne de production. Parce que vous disiez c'est une erreur d'avoir laissé le CO2 là pour l'électrique, mais en fait, clairement, pour la construction et la destruction, il y a énormément d'émissions de CO2. Donc ça vaut la peine de regarder le cycle, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie, l'analyse de cycle de vie, qui peut être parfois assez mauvaise pour certaines. Donc il y a des fausses bonnes idées probablement. Mais globalement, donc c'est un thème vraiment important, effectivement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc peut-être, essayer d'avoir vraiment une question cohérente avec une question au début et une réponse à la fin sans trop vous éparpiller. Je pense que l'aspect technologique et de comparaison des différentes technologies, à la fois la faisabilité et le bilan environnemental des différentes technologies, peut être intéressant. Et si vous pouvez quelque part avoir cette question encore supérieure à est-ce que c'est un modèle ou pas, ça peut être intéressant. Mais ça c'est un peu à vous de voir. Je vous laisse ça. Okay. Mais très bien. Voilà. Alors, le 5, on appelle ça. Ah, si, pardon. Alors, le groupe 5, je veux dire. Groupe 5. Eux, il y a un autre CERN. Ils viennent du Québec. Je pense qu'ils viennent du Québec. Le prof, il vient du Québec? Je pense. Non, les Québécois, ils parlent plus lentement. Mais il va venir d'où parce qu'il a dit, une fois, on avait dit un truc sur l'Ouest, il a dit, ah, ici en France, c'est comme ça. Mais du coup, il vient pas de France. Demande-lui. Je vais demander, je sais pas. On est prêt? Ok, quand vous voulez. Par exemple, en 2018, le tourisme a représenté 7,2% du PIB de la France. Donc on voit que le tourisme possède une place importante dans l'économie. On constate aussi que dans ce tourisme, le tourisme rural en particulier représente un tiers de la représentation touristique française. Ces deux points peuvent être liés à deux constats. Depuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne a augmenté de 1,2 degrés
marqué la France et s'est aujourd'hui accentué avec les déserts ruraux. Cela nous a donc amené à nous demander comment faire du tourisme rural un tourisme durable. Alors appuyez sur les touches du clavier. Donc on a choisi cette problématique qui est intéressante, d'abord pour le réchauffement climatique, et c'est un sujet de l'actualité. Ensuite parce que cette problématique nous permet d'avoir une réduction et de la campagne, nous avons fait d'autres dynamiques. Et après, parce qu'elle nous permet d'aborder cette problématique de la campagne, et de donner la différence entre deux choses, la différence profonde et marquée entre deux choses. Donc là, de la campagne de la ville. Cette problématique pour l'urbanisation, pour le tourisme rural, que le tourisme de campagne, le tourisme rural, c'est un sujet qu'on abordera pendant le recherche, le milieu rural et les créations d'emplois dans les campagnes pour améliorer le chômage. Autre chose? Est-ce que tout le monde a compris le thème? L'exode rural. Alors moi, je n'avais pas forcément compris super bien le thème. Donc, alors, juste ça, c'est un détail que j'avais juste oublié de le. Mais effectivement, vous avez commencé par des stats, mais en fait, j'ai oublié de dire la question. Enfin, donc, vous avez donné des stats sur le développement sur le tourisme rural. Donc la question c'est. Enfin, je comprends pas très bien le lien entre que vous voulez faire entre réchauffement climatique et développement rural, le tourisme rural. Donc, est-ce que vous voyez le tourisme rural comme une solution ou comme un problème ou comme les deux en fonction des circonstances? Mais donc, je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir un peu plus clair vraiment les hypothèses, quoi. La chaîne de causalité entre qu'est-ce qui vient de d'où et parce que après vous parlez aussi de l'impact du tourisme sur l'environnement, mais donc vous allez quoi parler de tout le tourisme ou que le tourisme rural? Donc est-ce
que le discours c'est de dire il faut à tout prix essayer que les personnes prennent moins l'avion pour voyager loin et essayer du coup de favoriser, de rendre plus attractif le tourisme rural. En même temps, vous parlez aussi de développement rural, création d'emplois, etc., qui peut être effectivement via le tourisme. Et donc, est-ce qu'il y a aussi un enjeu de relocalisation de certaines choses? Et effectivement, je suis d'accord que le tourisme peut contribuer à réinsuffler un peu de vie dans les campagnes. Mais j'ai l'impression que ça partait un peu dans... C'était difficile à exactement voir, suivre les raisonnements et voir l'angle. Donc je pense que pour le travail, ce serait intéressant de négocier noir sur blanc soit vous essayez de faire ce que je montrais les cartes mentales là, ou faire simplement un plan, mais avec vraiment plus des liens de cause à effet et des choses qui dérivent logiquement l'un de l'autre. Donc est-ce que la question c'est le tourisme rural comme solution au changement climatique. Mais alors, il faut voir si c'est une solution partout. En France, on a effectivement un beau pays, mais c'est aussi partout, etc. Et est-ce que le tourisme est de toute façon problématique, donc doit de toute façon diminuer? Les solutions énergétiques, par exemple, je ne vois pas très bien non plus comment c'est lié au développement local et au tourisme. Donc, est-ce que c'est le fait que dans les campagnes. Tu veux aller à Marty? Non, il ramasse. C'est combien de d'heures? Une heure ici? Ouais, 1h50 minutes. Là, je regarde le prochain bus pour chez mon soir. Donc, alors, votre question, j'ai l'impression que c'est plus généralement comment favoriser un développement des campagnes. Alors, un axe, c'est le tourisme, et un axe, ça peut être autre chose, comme par exemple l'énergie. Et pourquoi est-ce que les campagnes sont mieux placées pour l'énergie que l'autre espace, c'est pas clair pour moi. Et puis alors, il faudrait probablement inclure l'agriculture, probablement. Alors, il y a toute une tradition qui est très forte en Italie, mais aussi en France, dans d'autres pays, d'agritourisme, effectivement. Du tourisme qui est vraiment basé sur des expériences alimentaires, culinaires, patrimoniales, culturelles. Donc ça serait intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous regardez. Ça vous embête que je vous donne... Donc essayez de voir vraiment ce qui vous intéresse le plus dans tout ça. Oui, vous nous emmerdez. Parce que j'ai l'impression que c'est un porte-fou dans votre tête. Et du coup, pour nous aussi. Mais pour le reste, c'est une question importante. Mais donc, effectivement, est-ce que c'est l'angle du développement des campagnes? Par ailleurs, le développement des campagnes, et donc elle est lien finalement aussi avec la fameuse transition écologique, qui est quand même le thème principal. Donc, pourquoi est-ce que le développement des campagnes est bon pour la transition écologique? Pour moi, là encore, c'est pas super clair. Parce que le mode de vie en ville est plus durable, a priori. Parce qu'on est concentré au même endroit et qu'il y a moins de transport, il y a moins d'usage de la voiture. Et donc, voilà, il y a un peu toutes ces questions à articuler. D'accord? Mais du reste, il y a quand même pas mal de personnes, effectivement, et notamment des chercheurs, qui travaillent sur effectivement, le développement d'un tourisme, d'un slow tourisme, agri-tourisme, etc. Qui peut être une solution à la relocalisation des choses, notamment relocalisation du tourisme. Donc, de nouveau, je pense que c'est une belle question, mais il faut vraiment l'articuler et il faut m'expliquer quel est le lien avec le changement climatique. Et peut-être choisir un aspect un peu plus. Non. Oui, je m'assois. Putain, moi, quand j'aurai fini, je pars en cours. Tu prends la porte, tu pars. Je prends la porte, je prends mes affaires, allez, au revoir. J'ai fini de lire, tu parles. Vous voulez des conseils? Non, au revoir. Ça ira.
Sur le papier, en gros, on va passer après. Elle avait déjà montré la semaine dernière. De toute façon, on est foutus. Ça se voit, ça. Mais à votre avis, il y en a, ils ont fait pire que nous? Oui. Pas pire, hein, parce qu'on peut pas juger, mais. Non, mais genre. Là, on passe comme si on était les premiers à passer, comme s'il y avait personne avant. Vous êtes prêts? On se concentre, on écoute? Ok, go. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter différentes étapes qui vont nous permettre de répondre à notre problématique proposée dans notre dossier et qui a pour thème la transition écologique et le développement durable. Donc, pour le contexte, on va parler de l'agroalimentaire. Donc, le secteur agroalimentaire regroupe les activités de transformation par l'industriel des produits agricoles destinés à notre alimentation. C'est-à-dire à produire et à transformer à travers divers processus des aliments issus de l'homme. Il est essentiel et a une importance capitale à l'échelle mondiale. Cependant, derrière cette économie grandissante se cachent plusieurs conséquences désastreuses pour la planète et les populations. Ce secteur agroalimentaire qui a un rôle majeur dans le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, donc la diversité des espèces animales et végétales d'un lieu. Donc, ça a un rôle majeur notamment avec les choix des matières premières, les modes de production, le choix des emballages, le mode de transport, etc. Donc, ce qui nous mène à notre question: comment l'industrie agroalimentaire doit-elle évoluer pour être plus écologique? Donc, on a choisi cette question, car elle est intéressante, car la thématique de l'alimentation regroupe des enjeux économiques, écologiques, avec la santé de la planète, la pollution, mais aussi sanitaires, avec la santé de l'homme, la qualité de l'agriculture, etc. Nous nous concentrons en particulier sur cette problématique, car l'industrie d'alimentation est devenue, surtout ces dernières années, une compétition affectant grandement la santé de l'homme et de la terre. En effet, c'est aujourd'hui le premier secteur industriel français, car son chiffre d'affaires s'élève à 180 milliards d'euros en 2017. Il est tout aussi important dans de nombreux pays, notamment les géants de l'export, comme par exemple les États-Unis, où plus de la moitié des exportations sont alimentaires. Et les solutions liées à ces thématiques pourraient donc grandement et positivement changer les choses et réduire de façon conséquente les effets néfastes que cette industrie peut engendrer. Pour l'enrichissement de la question, suite à la croissance économique à la fin du XXe siècle, le secteur essentiel et vital qui est l'alimentation devient attrayant pour les industriels. Néanmoins, il en découle plusieurs différentes innovations alimentaires, par exemple la transformation des aliments, les OGM, qui sont des organismes génétiquement modifiés, également l'industrialisation de l'alimentation, et ainsi de suite. Donc, l'objectif de notre étude sera d'évaluer croissance économique et transformation de l'environnement. L'industrialisation a des impacts plus vastes sur l'environnement et la qualité de vie des populations. Et donc, on va réfléchir à toutes les solutions envisageables pour y remédier. Nous nous sommes basés sur cet article-là, pardon, pour en arriver à notre problématique. Donc, l'idée globale et brève derrière cet article, c'est que 86%, donc bien 86% des émissions de gaz à effet de serre sont provoquées par tout ce qui est en rapport avec l'alimentation, tandis que seulement 14% de ces émissions-là sont provoquées par les moyens de transport. Donc, autrement dit, les dommages écologiques causés par l'alimentation, la mauvaise alimentation excessive, pèsent nettement plus lourd dans la balance que les dommages écologiques provoqués par les machines industrielles, ce qui est extrêmement alertant. Donc, en ce qui concerne la méthodologie qu'on a décidé d'adopter pour travailler sur le dossier, nous allons faire des recherches qui sont minutieusement approfondies, précis et rigoureux. Donc, nous allons également illustrer nos arguments et pour que ce soit compréhensible à tous. Et en ce qui concerne la concrétisation de nos propos et de nos recherches en question, nous allons nous baser sur des revues littéraires et scientifiques, ainsi que des articles de presse, et puis voilà. Le plan d'analyse oriente à cette solution de l'alimentation artificielle. Donc, je sais qu'on a à 7 millions d'aliments quotidiens. Jusqu'à arriver à notre step avec l'industrialisation de l'alimentation. Ensuite, on a l'impact environnemental et sanitaire de l'alimentation. Donc, il faut savoir qu'avec l'alimentation,
des efforts. Donc, c'est pas la France, mais la continuité du vivre sur Terre. Et ensuite, on a la crise de l'impact mondial qui est très envisagée. Quand on parle d'envisageable, c'est par rapport au fait que le développement durable devient en quelque sorte un idéal. Donc en fait, c'est un idéal à atteindre, mais il y a quand même des limites au développement durable. Ensuite, il y a des Ça est passé. On n'a pas la meilleure chose. On a tellement pris que... Mesdames et messieurs, à vous de jouer. Vous avez des questions? Des suggestions? Non, c'était bien. Rien? Ok, bon, désolé pour vous. Alors, je vais vous donner quelques commentaires de moi. Alors, donc, très bien. Vraiment, le thème est évidemment très très important. Alors, bon, l'analyse historique, peut-être pas remonter à 6000, enfin, je ne sais pas, ça arrive de prendre. De prendre du temps, mais. D'accord, oui, ok. Mais donc, si vous faites cette analyse, effectivement, moi je pense que c'est vraiment intéressant de regarder effectivement ce qui s'est passé au moment de l'industrialisation, mais c'est aussi lié effectivement à l'augmentation de la population, donc c'est un peu en lien avec l'autre groupe. Et notamment, du coup, c'est la fameuse révolution verte qui a eu lieu en Asie et dans beaucoup de pays, qui a permis effectivement à des millions de personnes de sortir de l'arc de demander à leur faim, étant donné l'accroissement de la population. Donc il faut quand même faire attention sur... une question importante, c'est effectivement voir dans... qu'est-ce qui permet à... parce qu'il y a encore, par ailleurs, il y a encore des millions de personnes qui encore aujourd'hui n'ont pas suffisamment mangé dans le monde. Par ailleurs, les statistiques, c'est un des facteurs qui s'est remis à augmenter la faim dans le monde, de manière assez contradictive, parce que par ailleurs, la pauvreté diminue, mais la faim est un problème majeur quand même. Donc peut-être ça vaut la peine de, comme vous avez cette vision un peu large au niveau historique, au niveau géographique, ça vaut quand même la peine aussi de faire un point d'attention sur, attention, est-ce que les solutions qu'on propose permettent à tout le monde de manger à sa faim? Il y a pas mal de choses qui sont écrites là-dessus, et donc effectivement, il y a des gens qui pensent que oui. Mais il faut quand même reconnaître aussi l'avantage qu'ont eu les technologies, par exemple pour la révolution verte. Alors, moi je dissocierais environnement et santé, qui sont deux dimensions très importantes, mais à mon avis différentes. Parce que vous l'avez mis dans le même point, mais à mon avis on peut faire 2 points différents, je pense. Sauf si vraiment vous voulez expliquer qu'ils sont vraiment très connectés les uns aux autres. Mais je pense que les conséquences environnementales et les conséquences de santé sont différentes. Je vous encouragerais peut-être à vous concentrer sur les conséquences environnementales parce que c'est plus en lien avec le thème. Après, c'est sûr que l'alimentation, ça touche aussi à la santé. Donc, vous pouvez aussi en parler, mais à mon avis, dans 2 points différents. J'ai été un peu étonné que vous ne parliez pas de... Bon, c'est une introduction, hein, donc, mais, alors, dans nos pays, il y a le soutien à l'agriculture. Donc, en Europe, il y a la PAC, dont on parle beaucoup, qui devrait être réformée. Et il y a l'équivalent aux États-Unis. Il y a vraiment les subsides à la production agricole qui servent bien sûr à soutenir le niveau de vie des agriculteurs dans nos pays. Donc comment est-ce que ça peut être par contre qui effectivement est très peu durable au niveau environnemental, donc comment est-ce que ça pourrait être réformé? Et j'étais étonné que vous ne parliez pas du tout des régimes alimentaires, parce que donc effectivement la contribution majeure de l'alimentation au changement climatique, c'est en partie lié au régime alimentaire et en partie au régime alimentaire. Et donc, quelle est la contribution effectivement c'est toute la question du méthane, du méthane généré par les bovins
ici d'ailleurs, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai découvert récemment que le riz, les rivières généraient énormément de méthane. Parce que c'est effectivement des champs inondés qui donc c'est compliqué comme. Et si vous enlevez le riz, ça, vraiment il y a là pour le coup, c'est des milliards de personnes dans le monde qui ont leur subsistance vraiment basée sur le riz. D'accord. Donc, à mon avis, rien que le riz en lui-même, ça permettrait peut-être de faire une section particulière, de regarder sur est-ce qu'il existe une manière de cultiver le riz qui pollue moins, enfin qui contribue moins au réchauffement climatique. Parce que le méthane, par ailleurs, je vous rappelle que c'est un gaz qui est, je pense, 10 ou 15 fois plus réchauffant que le CO2. D'accord. Donc c'est largement plus que le CO2. Et le méthane, donc c'est les bovins et c'est le riz essentiellement. Donc voilà, donc des questions qui, à mon avis, et donc peut-être effectivement parler un peu d'élevage, parler de l'agriculture, et peut-être se concentrer effectivement sur surtout l'environnement. Mais sinon, je trouve ça vraiment très bien. Et alors, juste un détail sur ce paillet là, comme vous l'avez cité, c'est intéressant quand même de vraiment toujours dire c'est un article de quoi? C'est un article de presse, j'imagine. Normalement, c'est pas. Non, c'était marqué article, mais je ne sais pas si c'est un article de journal. Voilà. C'est un article de ok, mais donc il faut mettre, ça vaut la peine de vraiment dire juste entre parenthèses la source du. Donc est-ce que c'est donc le titre du journal dans lequel ça a été publié. Okay. Parce que moi je le lis vraiment très différemment si c'est un article de presse ou si c'est un article publié dans un article dans un journal scientifique. Et par ailleurs, le chiffre que vous avez cité, effectivement, qui est impressionnant, 80%, je serais intéressé de voir comment elle le mesure, parce que c'est pas forcément toujours aussi élevé, mais à mon avis, elle inclut les coûts de transport de nourriture. Donc, bon. Donc aussi un peu. Et par ailleurs, évidemment, on doit tous manger. Donc, et c'est lié d'ailleurs à l'autre groupe. Je disais, attention, le mode de vie urbain est plus durable, en fait. D'accord. Justement parce qu'on doit moins transporter la nourriture. Donc il y a des ponts intéressants à faire entre les groupes. Et c'est vraiment et notamment, effectivement, en développement des campagnes et agriculture, on est dedans. Et d'autant que vous parlez un peu moins dans l'industrialisation et peut-être, j'imagine, plus dans, effectivement, la relocalisation de l'agriculture, des techniques, j'imagine, plus bio, permaculture, etc. Donc ça, c'est un lien du développement de la campagne, mais c'est un levier du développement de la campagne. Mais est-ce que c'est possible de donner à manger à tout le monde comme ça? C'est des belles questions. Je pense que vous ne répondrez pas à tout, c'est normal. Mais donc choisissez-en quelques-unes, celles qui vous semblent, qui ont le plus gros impact et qui sont les plus incertaines, enfin, pour lesquelles vous n'avez pas la réponse déjà, et donc ça vaut la peine de se renseigner. Mais très bien. Bon, bah, c'est à nous. Sur les voitures, je viens juste de repenser à un truc, les voitures là. Ça m'étonne aussi que vous ne parliez pas des SUV. À mon avis, c'est quand même un point important, étant donné que c'est vraiment le segment qui a une croissance la plus importante, mais vraiment de manière incroyable. Et c'est ce qui contribue le plus aux émissions de CO2 dans le monde actuellement. Donc les SUV, que voilà, ça doit être value, pas value. Vous parliez de Tesla, quand Tesla fait des SUV, c'est un peu. Enfin, ils ne font pas des SUV d'ailleurs. Si. Mais quand des voitures électriques sont lourdes, c'est un peu difficile. Alors, nous sommes. C'est à nous, les gars. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Nous sommes au groupe 7. Non, c'est des touches. J'ai plus de fil. Mais vous serez tout aussi professionnel sans. Alors, prêt? Quand vous voulez. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du lien entre le développement durable et la consommation. Alors, pour commencer, lors de notre réflexion, nous sommes orientés
porter sur un sujet qui est en relation le développement durable et l'économie. Selon l'INSEE, le développement durable se définit comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Dans cette définition, on comprend très bien, notamment à travers l'utilisation du mot besoin, qu'un des facteurs principaux du développement durable est la consommation. Comme on peut le deviner, consommation et économie sont deux thèmes étroitement liés. Ce lien est d'ailleurs bien représenté par des exemples facilités et spécifiques. Comme dans le domaine de la consommation alimentaire, par exemple, il estime que chaque année, au moins un tiers de tous les aliments produits, c'est-à-dire 1 milliard de tonnes, qui est dans une valeur de 12 milliards de dollars, se décompose avec les bases des consommateurs en des esclaves. On peut également citer l'exemple de la consommation énergétique, où on sait que si les consommateurs du monde entier optent pour des produits de basse consommation, une économie mondiale de 120 milliards de dollars par an serait réalisée. Le sujet de réflexion nous vient alors, de manière évidente, quel impact un mode de consommation durable aurait-il sur l'économie et quel serait le rôle du consommateur dans cette transition? Vous vous demandez pourquoi cette question est intéressante et apporte une connaissance nouvelle. Premièrement, car le changement du mode de consommation, c'est un sujet d'actualité, notamment à cause des problèmes environnementaux actuels liés au mode de consommation, par exemple la déforestation pour l'agriculture intensive. De plus, on peut noter une prise de conscience assez récente, notamment de la part des jeunes générations, des nouvelles générations de consommateurs, qui sont de plus en plus engagés dans cette cause, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux, pour bien physiquement prendre des actions comme des manifestations, par exemple. Deuxièmement, nous trouvions que le fait d'aborder le sujet avec un changement de mode de consommation parallèlement à l'aspect économique qui va avec, apporter une connaissance nouvelle. Et donc, troisièmement, cela nous fait nous demander est-ce qu'un modèle économique plus durable serait adapté à une application sur le long terme et à une société moderne. Ensuite, si on s'intéresse à cette question, plusieurs dimensions nous apparaissent de la question, comme par exemple de quelle manière se désensibiliser les générations futures au mode de consommation durable pour que cette transition soit efficace. Mais aussi, quels facteurs influencent la consommation durable des ménages, ou alors est-ce qu'en soulignant l'économie, c'est suffisamment la France? Par exemple, une économie locale, un contenu basse de le milieu industriel. Parlons maintenant des effets secondaires. Dans nos recherches, 3 articles nous ont particulièrement été utiles. Premièrement, un article de presse abordant la notion d'importance du consommateur comme consommation durable et sécurité alimentaire, écrit par Aurélie Boni-Duto-Poli, Nathalie Lazoric dans la revue juridique de l'environnement. Deuxièmement, un article de site internet où sont évoqués les différents types d'économie durable, comme l'économie à l'ère du développement durable sur MKT. Troisièmement, comparant avec des chiffres la consommation et l'économie, comme consommation et production durable du site internet des Nations Unies. Pour le choix du champ disciplinaire, nous sommes orientés vers une question centrée sur l'économie. Car c'est intéressant de réfléchir aux manières de changer le rythme de consommation, mais aussi les effets directs de ce changement dans l'économie. Et donc, je prends. Pour finir, nous avons réalisé une école de temps d'analyse. La première grande partie se nommant vers une culture économique, avec comme sous-partie un détail des différentes économies durables et une analyse de la durée de la transition à une économie durable. La deuxième grande partie se nomme analyse de la consommation des ménages, avec comme sous-partie étude de l'impact des différents profils socio-économiques des consommateurs et également différents changements possibles dans la consommation de ces différents profils socio-économiques. Merci. Parfait. Alors, questions, suggestions, réactions?
Vous n'êtes pas très aidants, hein, les gars? Il n'y a rien? Donc, ok, très bien. Là encore une belle question. Alors, une grande question pour le coup, et peut-être, je pense que c'est encore vraiment trop vague, hein, trop large. Je pense que vous allez vous perdre dans le travail. Donc, alors déjà, un mode de consommation durable, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, j'imagine qu'effectivement, c'est une consommation qui a un impact moins fort sur l'environnement. Donc, on revient un peu à la notion d'empreinte écologique de notre consommation. Vous savez, c'est cette fameuse statistique qui montre que s'il n'y avait que des Français sur la planète, il faudrait 6 planètes pour produire tout ce qu'on consomme. Et donc, c'est là qu'on voit qu'effectivement notre consommation n'est pas durable. Si tout le monde consommait comme nous, ce serait juste pas possible. Okay. Mais donc, la première chose, c'est de bien définir quel est l'objectif vers lequel on veut tendre. Qu'est-ce que c'est une consommation durable? Après, effectivement, je ne sais pas très bien quelle est la meilleure. Soit vous vous concentrez sur quelques thèmes. Par exemple, là, on a précédemment l'alimentation, c'est un élément de consommation. Donc, évidemment, vous ne devez pas faire le même. Vous pourriez choisir un autre, ou quelques autres thèmes que vous regardez un peu plus en profondeur. Ou alors, vous regardez un point de vue général, mais alors soit ça peut être quelque part une liste de solutions, parce que vous avez parlé par exemple des ampoules basse consommation, des trucs comme ça. Okay, donc ça pourrait être effectivement une liste de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de consommation qui sont vertueux pour l'environnement. Je pense que vraiment, moi, ça m'intéresserait vraiment si vous pouviez faire une analyse, parce que je pense que c'est pas si clair que ça. Si vous pouviez analyser quels sont les secteurs de consommation les plus impactants. Donc, je ne dis pas parce qu'on a des catégories très très générales sur la contribution du CO2, des transports, de l'agriculture, des logements, etc. Ça, on sait. Mais donc, vraiment du point de vue consommation, donc nous, on consomme plein de choses. Okay, on consomme effectivement du transport, mais que pour vous enlevez les transports industriels, vous regardez le transport, par exemple, pour le tourisme, vous regardez la consommation numérique, la multimédia, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu là aussi de durabilité, l'alimentation, le logement, voir un peu finalement sur quel. La question, ça pourrait être, ok, si on voulait. Finalement, un peu la question, c'est est-ce que nous, consommateurs, on peut faire quelque chose? J'imagine, je pense, c'est un peu ça. Et ben, si on devait commencer par quelque chose, ce serait sur quoi? Okay. Donc, c'est utile de savoir qu'est-ce qu'il y a le plus gros. Est-ce que c'est notre mode de déplacement? Est-ce que c'est notre mode d'alimentation? Est-ce que c'est qui a le plus gros impact? Et du coup, peut-être sur ce thème-là qui est le plus important, qu'est-ce qui devrait à tout prix changer? Quelles sont les solutions qu'on pourrait adopter? Les éco-gestes, après, il y a toute la grande question, vous parlez d'impact sur l'économie, évidemment. Et c'est sûr que donc, la question, c'est un peu est-ce qu'on peut se le permettre, ce changement de profil de consommation. Donc, quel sera l'impact sur la croissance? Est-ce qu'on peut se passer de croissance? Je ne suis pas sûr que vous avez envie d'entrer là-dedans, parce que c'est un grand débat et ça mériterait un travail à. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un groupe, je pense pas, un travail sur la question de la croissance, mais c'est une question super intéressante. Mais là, vous devez entrer dans les analyses économiques. Je pense que ce n'est pas exactement ça que vous voulez faire. Donc, je ne suis pas sûr que vous voulez vraiment discuter effectivement de l'économie. Je pense que c'est peut-être plus facile et plus intéressant de rester vraiment sur la consommation, en sachant que oui, si on diminue notre consommation, forcément le PIB va diminuer, mais peut-être qu'il pourra se réinventer. Et après, il y a tout le lien entre consommation et production. Donc, est-ce que, effectivement, il y a cette théorie, nous, consommateurs, on peut voter avec notre portefeuille, on peut faire changer les entreprises en arrêtant de consommer certains biens et en demandant d'autres. En même temps, donc, est-ce que ça c'est vrai? Parce qu'en même temps, on sait bien qu'il y a aussi, par contre, on est complètement victime de la publicité très souvent, on est victime
des modes, on est une victime de plein de trucs. Et donc finalement, j'ai l'impression que quand même globalement, c'est plutôt la production qui nous impose des choses à consommer. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des exemples de secteurs dans lesquels les consommateurs ont vraiment réussi à faire changer l'industrie? Alors, vous n'avez pas mentionné, mais j'imagine que ça fait partie de l'équation de l'économie circulaire. D'accord? Donc, réutiliser. Voilà. Et oui, donc, je pense que vraiment c'est important au départ pour situer le problème, de rappeler qu'effectivement notre mode de consommation, l'occidental, il n'est pas durable. Okay, donc ça c'est la notion de l'impact, de l'empreinte écologique de notre consommation. Après, essayer de peut-être serrer les problèmes en disant, ok, quel est le secteur le plus impactant? Et sur ce secteur-là, eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'on peut proposer qu'est-ce qu'on connaît comme solution? Que ce soit l'économie circulaire, que ce soit des choses meilleures technologiquement, donc de basse consommation, etc. C'est un peu la direction que je vous proposerais de prendre. Mais, de nouveau, vous êtes maître de votre travail, mais par contre, je pense que là, c'est vraiment quand même fort large. Et donc, c'était bien d'imaginer comme ça, mais à un moment, vous allez devoir resserrer pour arriver au bout. Donc n'hésitez pas à enlever certaines choses et à vous concentrer sur quelques secteurs où plus vous serez concret, plus ce sera facile de pouvoir avancer et même, je pense, plus intéressant pour vous. Plutôt que de critiquer notre surconsommation, ce que tout le monde fait, mais en même temps, on ne sait pas par où commencer et on ne sait pas si c'est impossible, etc. Donc, essayez d'explorer des pistes peut-être concrètes sur ce qui est possible de changer. Bon, mais voilà. Merci. C'était pas trop mal. On a duré combien de temps? Ouais. Combien? Ah, sans les questions, ouais. Ah, ok. Non, on a parlé 5 minutes. Ah, mais le 9, il n'y a pas. Et il y a Ilan. Donc ça, on a dit que c'était... Oui, c'est ça, on voyait pour le soin, mais... Et alors, on passe au 9. Non, au 10. United. Ça, c'est quelque chose, je pense. On met ça. Elle est là, non? Gounaïdine, Kokuka, Gounaï, sont pas là. Alors, Asma, je n'ai rien. Alors, c'est Dubaïda. Le 12. Dubaïda, elle est là, non? Oui, c'est vous. Alors, oui, vous m'avez envoyé un truc ou pas finalement? Mais malheureusement, c'est à vous. Alors, ou alors, on peut passer à Nakim. Ok. Vous voulez présenter? Ouais. Allez. Et après, il y a le groupe 3 qui voulait passer plus tard. C'est plutôt qu'un WhatsApp, je pense. D'accord. Ok. Elle est là. J'appuie sur les flèches de l'ordi. Papi. Écologique et comme tel s'inscrire dans la notion de développement durable. Pour placer le contexte, depuis le premier moment jusqu'à aujourd'hui, il y a eu la COP26 pour que les États puissent se mettre d'accord entre eux pour trouver des solutions contre le réchauffement climatique et baisser
intéressant. Et du coup, l'idée ici, on peut se demander si ça peut continuer, si on peut vivre avec une bonne structure. Là, par exemple, ici à droite, on a un graphique qui montre que la consommation de Bitcoin en 2009, elle est presque égale à celle d'un PIB de la Hongrie. Ça veut dire tout un pays. Donc ça veut dire que c'est vraiment énorme. Là, on a par exemple une déclaration d'Elon Musk qui dit que Tesla a arrêté d'accepter les paiements par Bitcoin pour ses voitures parce que justement ça consommait beaucoup trop et que ça avait des conséquences environnementales désastreuses. Et pourtant, il est lui-même quelqu'un qui a vraiment poussé le Bitcoin et les autres crypto-monnaies parce qu'il pense que c'est le futur. J'ai aussi choisi ce sujet parce qu'il y a aussi une question sociale intéressante derrière dans le développement durable du fait qu'il y a plusieurs acteurs. On a les riches investisseurs qui sont des groupes qui essaient de contrôler le marché en entier. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu l'affaire GameStop, où c'était des grands fonds d'investissement, c'était vraiment des gens de tous les jours qui luttaient un peu. Justement, c'est une guerre idéale entre les riches et les pauvres. Et par contre, aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est vraiment que les riches qui investissent dans le Bitcoin ou alors les autres crypto-monnaies du genre. Mais maintenant, par contre, il y a des solutions pour Binance qui permet à n'importe qui d'investir pour le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Du coup, j'ai pris quelques citations d'articles. Là, par exemple, une législation qui dit qu'en 2018, pour $1 de Bitcoin généré, il y a presque la moitié qui se retrouve en dommage de santé. C'est-à-dire que pour un Bitcoin généré, en pollution, ça génère $0,49 de pollution qui va envoyer des problèmes de santé aux gens. Mais c'est pas si grand parce qu'on a aussi des déclarations qui disent que, par exemple, là, des Bitcoinium qui disent qu'ils ont réussi à faire en sorte que leur monnaie à eux puisse être éco-friendly et beaucoup moins polluée. Et donc, rassurer les utilisateurs dans des gens qui ne sont pas dans les transitions. Et là, pareil, on a des gens comme ils ont trouvé d'autres méthodes pour les transactions, pour baisser la consommation d'énergie de 99%, mais en gardant la même fonctionnalité. Alors, merci d'avoir vu. Question ? En général, c'est des ordi qui font des calculs super complexes. Et du coup, la plupart des gens qui envoient des trucs pour terminer des trucs complexes, c'est ça qu'on les appelle. Ils ont vraiment des tonnes d'ordi. Et du coup, ça fait qu'ils font tourner les ordi en continu. Et du coup, l'énergie que ces ordinateurs utilisent, ça, selon comment l'électricité est générée, par exemple, si c'est charbon, avec du charbon, ça peut beaucoup plus que si par exemple c'était une centrale nucléaire ou autre. Par exemple, en Chine, l'utilisation principalement du charbon, ils ont complètement banni le minage de prix de plutonium parce que ça polluait beaucoup trop. Et du coup, c'est pour ça que ça pollue. Donc je suis d'accord que vous avez oublié, c'est quand même un point important. En général, dans votre travail, il faudra évidemment expliquer ce que c'est les crypto-monnaies et globalement pourquoi est-ce qu'elles sont apparues. Même, je sais, c'est pas forcément le cœur du sujet, mais au un minimum introduire qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, pourquoi est-ce que ça existe. Oui, donc peut-être pas les aspects les plus compliqués, mais quand même. Donc, parce que finalement, la question, c'est aussi donc est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'il faut les interdire? Quels sont les avantages et inconvénients à les interdire?
Et finalement, en fait, moi, je n'ai même pas compris quelle est votre question pour moi. Donc, c'est comprendre l'impact environnemental de ce système. D'accord. Mais donc, effectivement, je pense qu'il faut bien expliquer votre question et un minimum. C'est un beau film, ça va très bien, mais donc on connaît un peu moins, certaines personnes connaissent moins. Donc, à un moment donné, donc, je pense qu'il faut quand même être un tout petit peu pédagogique sur ce que c'est et à quoi ça sert, et expliquer pourquoi il y a un impact si important. Est-ce qu'effectivement on peut continuer à faire des crypto-monnaies moins impactantes? Est-ce que c'est utile ou pas? Alors il y a tout un débat aussi en fait de politique monétaire. Je ne suis pas sûr que vous pouvez entrer là-dedans, mais en même temps c'est passionnant aussi. Enfin, ça touche à la question, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? C'est même pas clair pour l'économie. Donc il y a des personnes qui effectivement disent que ça peut permettre une plus de résilience en cas de crise monétaire par exemple. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que du coup ça échappe du contrôle des banques centrales. D'ailleurs, il y a plein de banques centrales qui sont en train de créer leur crypto-monnaie. C'est intéressant. Donc, voilà, voir quels sont les domaines que vous voulez entrer, dans lesquels vous voulez entrer, mais effectivement, je pense qu'au minimum, il faut prendre un point de vue sur est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin et dont on essaie de les verdir, ou est-ce que c'est quelque chose de néfaste et qu'il faut empêcher. Étant donné que même les acteurs institutionnels comme les banques centrales commencent à en faire, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tout à fait s'en passer, sinon dorénavant. Mais bon, voilà. Mais sinon, non, dans bien thème, c'est original. Bon, on a fait le groupe après ça, on verra voir. Alors, est-ce qu'il y a le. Normalement, on est arrivé au bout du cours, mais il y a le groupe 3 qui vient de passer. Et il y a vous. Vous êtes. Alors, venez. Les personnes qui m'avaient demandé où ils pouvaient partir à quel moment. Ah, bah, ciao. Je suis même pas remarqué. Je suis à l'ouest là. Je sais pas ce qui m'arrive. J'étais dans mon article là. On peut partir là, non? Je crois que lui il peut parce qu'il a demandé en avance. Non, je sais pas. D'habitude il peut avoir 15 minutes, non? C'est bon, alors pourquoi les autres restent? Parce qu'ils ont pas fait, c'est ça? Parce que c'était du temps. Ça se fait pas.